Bonjour Monsieur Soral. Bonjour. Alors, un entretien pour vous demander quelques explications sur plusieurs affaires en cours. La plus urgente, celle qui a fait le plus de bruit dernièrement, c'est ce qu'on appelle l'affaire Binti. Qu'avez-vous à dire? Oui, alors ça ne m'amuse pas effectivement de parler de ça, mais je pense que c'est intéressant de se servir de ce qui s'est passé là, cette espèce de buzz médiatique, pour faire une analyse globale de la situation, parce que je pense que c'est ça qui est intéressant. Je rappelle le contexte. Je déclare avec Dieudonné dans une vidéo qui a déjà dépassé les 500 000 vues qu'on crée un parti politique qui s'appelle Réconciliation Nationale. Et quelques jours après, pratiquement immédiatement après, on me sort soi-disant une affaire de racisme et de quoi, de harcèlement sexuel, je ne sais pas, qui d'ailleurs sort le même jour que ma condamnation à 13 000 €, pas à 6 000, à 13 000 €, dans le procès qui m'oppose à M. Aziza. Et quand on voit la manière dont les médias ont lancé l'opération, puisqu'on voit bien qu'il y a une espèce de timing, ça commence par un petit média soi-disant indépendant, mais financé par Soros, et puis ça monte crescendo pour passer par Rue 89, Nouvel Obs, et ça finit dans Libération. On a juste évité Canal+, et je vais vous dire pourquoi. Si vous avez regardé le site Égalité et Réconciliation, c'est que le journaliste de Canal+, qui était le premier sur l'affaire, a reçu comme moi, puisque c'est un mail en copie-collé, les confessions de la dite Binti. Donc c'est pour ça qu'il a lâché l'affaire, parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'affaire, quoi, voilà. Mais ce qui est assez incroyable, effectivement, c'est le déferlement de mensonges par des médias qui sont censés être des médias sérieux officiels, parce que déjà, au minimum, on fait un travail d'enquête, et le déferlement de boue sur l'internet et le virtuel. C'est ça qui est notoire. Sur l'affaire elle-même, je crois qu'on a déjà donné suffisamment d'éléments sur le site, et je ne vais pas vraiment dire autre chose que c'est une dispute amoureuse qui met fin à une relation amoureuse virtuelle qui existait entre le mois de juin et le mois d'août. Donc je rappelle déjà que l'affaire sort le 15 ou ces jours derniers, 3 ou 4 mois après, avant les faits qui sont une engueulade par SMS échangé, où je réponds de manière un peu brutale et énervée à une première salve de propos eux-mêmes brutaux et énervés. Voilà, mais tout ça est accessible, donc je ne vais pas vraiment revenir là-dessus. Simplement dire que ce que je balance à ce moment-là est en fait, si je voulais parler de nombreux échanges que j'ai eus avec la personne, le triste constat de sa réalité. Je ne dis pas ça en l'air. C'est plutôt le triste constat de la réalité qu'elle m'a raconté d'elle-même que des injures pour le plaisir des injures. Voilà. Petit aparté, Mediapart n'en a pas parlé. Oui, ce qui est intéressant, c'est que Mediapart n'est pas monté au créneau, et je vais vous dire pourquoi. Parce que comme je suis entièrement sous surveillance des renseignements généraux et entièrement écouté au niveau téléphone et au niveau Internet, je pense que Mediapart connaît l'absence totale d'affaires et donc ne sont pas montés au créneau là-dessus. Parce qu'il faut bien comprendre que la réalité de tout ça, c'est que je vais quand même engager des procès légitimement, parce que c'est mon droit qui a été bafoué dans cette histoire, et donc je pense que j'obtiendrai dans quelques temps, ça prend du temps, les condamnations de tous les protagonistes, pour menaces, pour injures, pour divulgation d'échanges privés, le sommet étant la vente, je pense, de ma photo nue, donc nu au sortir de ma douche, pris en photo devant ma glace par moi-même. Il n'est pas question de nier que cette photo soit moi-même. Photo transmise de façon malveillante et sans doute vendue, puisqu'elle a été sortie pour la première fois par l'ignoble agent, paparazzi ultrationniste, El Fassi. Donc il faut bien voir que ça est une opération de déstabilisation, je dirais, de l'extrême droite sioniste, ce qui est d'ailleurs un pléonasme, puisque le sionisme est l'extrême droite, et même la seule extrême droite aujourd'hui vivante depuis le suicide de Hitler dans son bunker, puisque c'est effectivement une idéologie colonialiste, raciste et théologique. Voilà, donc petit aparté. Donc extrême droite sionisme, c'est un pléonasme. Voilà. Donc c'est bien une attaque sioniste en réponse à la création par moi et Dieudonné de Réconciliation Nationale. Et évidemment en tapant sous la ceinture, c'est le cas de le dire, puisque ces gens-là n'ont aucune réponse à donner au projet politique qui est le nôtre,
et effectivement qui visiblement les inquiète et les embête, c'est-à-dire que la réconciliation nationale, l'antiracisme authentique, puisqu'on sait très bien qui est Dieudonné, qui je suis et ce qu'on fait depuis déjà 10 ans ensemble, visiblement la réconciliation et l'antiracisme authentique leur fait très peur. Et c'est ça la vraie question. Pourquoi ont-ils aussi peur que je puisse mettre, moi et Dieudonné, un pied en politique? Ils sont en train de lancer un nouveau parti politique, Réconciliation nationale, sur fond justement de rhétorique antisémite. Il faut en tout cas espérer qu'il ne verra pas le jour. Je vois pas comment un parti dirigé par ces mecs pourrait ne pas tomber, pourrait ne pas finir par tomber assez vite, tôt ou tard, sous le coup de la loi. Aujourd'hui, vous savez, on est à l'âge de la traçabilité généralisée. Souvent pour le pire, pour les individus, pour le droit au secret de chacun, mais peut-être aussi pour le meilleur. Moi, je serais ce genre de mec-là, je ferais attention. Rappelons-nous que ces manipulations en jetant en pâture la vie sexuelle des personnes publiques est une vieille stratégie de déstabilisation politique. Je rappellerai la plus éloquente quant au sujet est la façon dont Edgar Hoover essayait de faire chanter Martin Luther King parce qu'il avait des écoutes qui démontrait que Martin Luther King fréquentait des prostituées. Je veux dire, c'est une certitude que Martin Luther King fréquentait des prostituées. Ça n'enlève rien à son combat politique, que je sache. Et plus près de nous, on se rappellera de la stupide et grotesque affaire Lewinsky. Les femmes vont-elles perdre Bill Clinton? Un nouveau scandale touche aujourd'hui le président américain. Il aurait entretenu pendant près de 2 ans une liaison avec une stagiaire de la Maison-Blanche. Bill Clinton risque rien de moins que la destitution et même une peine de prison. Bon, c'est d'un autre niveau, mais toujours pareil, avec une histoire ridicule d'une amourette avec une stagiaire à l'intérieur de la Maison-Blanche. Voilà. C'est récurrent, quand on veut déstabiliser quelqu'un, on tape sous la ceinture. Alors il y a ceux qui sont protégés, c'est-à-dire qui ont droit à toutes les frasques, bien plus incroyables que les miennes, évidemment. L'affaire remonte à la fin des années 70. Aux États-Unis, le réalisateur de Rosemary Baby et du Bal des vampires est une star. Jusqu'à ce jour, de mars 1977, où Roman Polanski est accusé de viol sur une jeune mineure. La veille, au cours d'une séance photo à Los Angeles, il aurait abusé de Samantha Gamer, 13 ans. Vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement pas. Mais moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. Oui, mais ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il n'y a pas eu de poursuite pénale. Comment l'expliquez-vous? Oui, s'il était vraiment pédophile. Il n'y a pas eu de poursuite pénale, non? Il n'y a pas une enquête qui est faite pour vérifier au moins les informations? Il y a des gens qui sont protégés et d'autres qui sont jetés en pâture. C'est très important de voir. Et puis des gens qui étaient protégés et qui d'un seul coup ne le sont plus. L'affaire Strauss-Kahn est très intéressante. En quelques heures, ces images vont faire le tour du monde et affoler les médias. Dominique Strauss-Kahn sort menotté d'un commissariat de Harlem. Arrêté quelques heures auparavant à l'aéroport, il est accusé d'agression sexuelle, de tentative de viol et de séquestration sur une employée de l'hôtel Sofitel de Manhattan. Il a fait des dizaines de fois ce qu'il a fait à New York, et puis un jour on ne l'a pas laissé faire. Pourquoi ce jour-là, effectivement, on ne le laisse pas faire, on l'attrape et on le détruit? Pour ceux qui s'intéressent sérieusement à ces questions, on voit que c'est lié à des divergences dans les stratégies d'avenir du FMI entre certaines lignes pro-américaines et certaines lignes qui n'étaient plutôt anti-américaines et anti-dollars. Donc ça, j'aime bien me servir de tout ça pour faire monter le niveau. Voilà. Donc à mon modeste niveau, voilà, je lance un parti politique avec Dieudonné, et tout à coup, une personne dont je n'ai plus de nouvelles depuis le mois d'août dernier, avec qui je m'étais disputé, et avec qui je n'ai eu qu'une relation virtuelle, rien d'autre, avec l'échange de quelques photos réciproquement, d'un seul coup, se réveille et se retrouve dans les mains d'un réseau de manipulation qui va, comme très souvent, de la voyoucratie, de la pire voyoucratie, je ne reviendrai pas dans les détails, effectivement, aux médias mainstream, en passant par les réseaux de l'extrême droite sioniste. Tout ça est avéré, démontré, donc je pense que je peux, sur ce sujet, m'arrêter là-dessus. Mélanie, la bonne au curé, dedans ses trompes de Fallope, s'introduit des cierges sacrés. Oui, alors, ça va me permettre effectivement de rappeler qui je suis à des gens qui peut-être sont trop jeunes ou pas assez, curieux, et qui me disent ça révèle de vous une part d'ombre ou des choses comme ça. Et puis des gens aujourd'hui qui m'attaquent et qui font comme s'ils ne savaient pas qui j'étais,
alors qu'à l'époque où ils me demandaient de les aider, ils savaient exactement qui j'étais. Merci infiniment, cher Dieudonné, cher Alain. Très, très honoré de les recevoir ici à Marseille. Je vais le dire, non seulement ce n'est pas une part d'ombre chez moi, mais c'est un passé totalement assumé que je raconte et que j'explique dans plusieurs de mes livres et qui font partie intégrante de mon œuvre. C'est-à-dire, pour ceux que ça intéresse, qui je suis, La vie d'un vaurien, vous lisez La vie d'un vaurien, vous lisez Sociologie du dragueur, où j'explique de façon très fine et très profonde d'où me vient, je dirais, ma passion pour les femmes, et j'explique totalement d'où ça vient et ce que ça veut dire. Moi, ce que j'aime dans la drague, c'est toute la violence qu'il faut affronter envers soi et envers les autres. Et quelque part, c'est de la méchanceté, de la pathologie. Et il faut que ce soit assumé, c'est-à-dire qu'on se drogue pour se faire du mal. Hein, et moi, quand je drague, c'est pour ça que j'ai aimé aller au fond de la drague de rue dans le supermarché, c'est que je le savoure comme une déchéance. C'est-à-dire que j'ai du mal à me passer des femmes, au lieu de me raconter autre chose, comme beaucoup de connards qui disent tu n'es qu'une bite ou des trucs comme ça, moi je fais autre chose, et puis on découvre qu'en douce, ils ont une espèce de main transpirante qui glisse sous la table et qu'il y a une fille, etc. J'ai préféré aller au fond du trou, et au moins voir ce qui se passait au fond. Hein. Donc Sociologie du dragueur, Misère du désir aussi, ça fait 3 livres, et un film qui s'appelle Confession d'un dragueur, où je raconte quand même mon passé de dragueur de rue, et comment la drague de rue m'a amené à la culture livresque et à la conscience politique. Les blondes à peau dorée, celles qui ressemblent à des petits animaux, celles qui ressemblent à des anges. Salaud. Les riches, celles qui ont l'air de s'en foutre, les jeunes mères de famille, les grandes, les petites, les minces, les rondes, les allumeuses, les timides, les antillaises en uniforme RATP. Même les vieilles. Je crois que je les aime toutes. Mais tu crois pas que c'est possible de rencontrer une fille sans toutes ces stratégies? Ça dépend d'où tu pars et jusqu'où tu rêves de monter. Il y a des catégories sociales plus ou moins prédisposées au miracle. T'imagines la chance qu'a le balayeur, même super beau mec, de se taper un jour la bourgeoise qui passe devant son aquatra. T'imagines la violence? Voilà. Donc, pour sans doute les gens trop jeunes qui ne savent pas qui je suis effectivement quelqu'un qui assume totalement son passé par rapport aux femmes, et je dirais même son présent, parce que ça va me permettre aussi de faire une autre mise au point. Pour ceux qui disent, vous êtes marié, vous avez un enfant. Alors effectivement, j'ai été marié pendant 18 ans. Je suis séparé depuis plusieurs années et divorcé également depuis, je ne vais pas vous donner la date exacte, mais depuis un certain temps. Ce qui va me permettre aussi de rebondir, je crois, sur ma situation. Hein, parce qu'il est important aussi de comprendre, pour les gens qui me disent, vous qui êtes, comment dirais-je, le fer de lance de la dissidence, vous auriez dû, vous devriez, etc. Alors je vais rappeler déjà, bon, outre que je suis un être humain, que je fais beaucoup de sacrifices pour mener la lutte que je mène. J'ai d'ailleurs, si je veux revenir sur mon divorce, j'ai en partie divorcé pour mettre ma femme et ma fille à l'abri des risques que mon combat de résistance à la domination impériale, américano-sioniste, me fait courir. Donc j'ai fait beaucoup de sacrifices pour ce combat. Je ne parle pas des agressions multiples que je subis, et qui expliquent aussi certaines choses, à savoir que je vis en permanence aujourd'hui avec un garde du corps, ce qui fait que je n'ai plus de vie intime. Hein. Je vis à un endroit qui n'est pas mon adresse légale, pour éviter effectivement les agressions. Et quand je parle d'agression, ce ne sont pas des rencontres de hasard, ce sont des agressions organisées en commando, cagoulées avec des armes. Je suis à ma 4e ou 5e agression. Je ne parle pas des menaces permanentes que je reçois par tous les moyens. On peut reparler du petit Grégory Shelley qui persécute ma femme, ma fille, ma belle-mère. Oh non, mais écoutez, faut pas faire des... Ah, il faut pas, rien à foutre, hein. Elle s'est mariée avec Soral, fallait se marier avec quelqu'un d'autre, il faut pas. Par contre, il faut mettre toute la France sur le dos des Juifs. Salope, ta gueule, la belle, je te pose une question. Vous voyez? Donc, je vis dans un contexte, en réalité, où je n'ai pratiquement plus de vie intime réelle, et je suis en fait dans une grande solitude, ce qu'il faut bien le comprendre. Et ce qui fait que parfois, compte tenu de ce que je suis, notamment un homme attiré par les femmes et qui aussi est très sollicité par les femmes, notamment via les réseaux sociaux, cette grande solitude affective me conduit parfois effectivement à des relations virtuelles, car je ne peux pratiquement plus avoir de relations réelles, car je ne peux pas
amener des inconnus chez moi, mon adresse personnelle ne peut pas trop circuler, des choses qu'il faut comprendre. Beaucoup de gens, ou plutôt très peu de gens, vivent dans ma situation en réalité. Il faut bien le comprendre. Donc il m'est arrivé d'avoir des relations amoureuses et, on va dire, sexuelles, virtuelles, oui. Pas 100 000, hein. Il doit exister peut-être 3-4 cas, effectivement, possibles. Voilà. Quand je dis 3-4 cas possibles, c'est de gens qui auraient trahi une intimité. Hein. Ça peut être capture d'écran ou choses comme ça. Sur 10 années, c'est peut-être 3-4 cas possibles. Voilà. C'est la réalité. Hein. Et je vous garantis, sur mon honneur, sur la tête de ma fille, que vous ne me verrez jamais avec un enfant, jamais avec des partenaires multiples, jamais habillé en femme, jamais avec un homme. Vous voyez, voilà, ça peut être au pire, sans râle la bite à la main. Voilà, hein, voilà. Donc c'est très désagréable, effectivement, de voir sa vie sexuelle, comment dirais-je, outragée et balancée au public. Mais bon, c'est, comment dirais-je, un risque que je dois assumer compte tenu des menaces de chantage et de la méchanceté et de la malfaisance, effectivement, des gens. Hein, puisque, je vais le rappeler, ce qui est obscène et pervers, ce n'est pas un échange entre deux adultes consentants et un échange intime. C'est que quelqu'un, soit un tiers, soit la personne, trahisse cette intimité pour en faire usage dans un but, dans un but pervers et dans un but de nuire. C'est ça qui est pervers. C'est ça d'ailleurs qui est gravement puni par la loi française, il ne faut pas oublier. Et je renvoie à ceux qui se gargarisent de cette affaire et qui en jouissent visiblement en gardant l'œil fixé sur ma braguette, que les pervers, ce sont eux, bien évidemment, et que c'est plutôt dans le sombre, dans la laideur de leur cerveau et sans doute de leur vie sexuelle cachée qu'il faut chercher, pas dans la mienne, qui est, je le répète, assumée et totalement, je dirais, hétéronormée. Hein, voilà. J'espère que j'en ai assez dit sur ce sujet. Mais je profite de cette sordide affaire pour donner ces éclairages. Hein, voilà. De cierge, de cire d'abeille, plus onéreux mais bien meilleur, plus onéreux mais bien meilleur. Alors là encore, c'est quand même consternant de voir que j'ai malheureusement toute une clientèle qui n'est pas au niveau, je dirais, de la finesse, de l'intelligence et de la profondeur de mes analyses. Céline disait que le mal contemporain était la lourdeur. Il y a très peu de légèreté chez l'homme. Il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, l'alcool, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. Et je pense que pour ceux qui ont assisté à mon procès face à Aziza, ils peuvent bien voir d'où vient cette lourdeur contemporaine. Voilà. Donc la pudeur helléno-chrétienne ne fait pas référence à des rapports intimes. Hein. Les rapports intimes sont par essence impudiques, puisque c'est deux personnes nues qui jouent sexuellement ensemble. Et qu'il est évident que même que ce rapport intime devient, ce qu'on appelle l'érotisme, devient pornographique pour le tiers qui regarde. Mais normalement, il n'est pas censé avoir deux tiers qui regardent ou qui diffusent. Donc il n'y a pas d'impudeur dans une relation intime de deux personnes, ça n'a aucun sens. Ou alors il faudrait qu'on m'explique comment des gens ont des rapports sans avoir de rapport. Hein, voilà, la sexualité est ce qu'elle est. En revanche, la pudeur helléno-chrétienne renvoie à quelque chose de très précis, qui est une certaine retenue publique dans l'expression publique de ses sentiments et de ses émotions. C'est ça. Et ça s'oppose, et ça contraste avec une certaine impudeur contemporaine que j'appellerais la pleurniche choatique, et aussi, je dirais, une certaine expression de type, que je dirais, méditerranéenne. Je ne sais pas quel est l'adjectif que j'avais choisi. Une certaine exubérance méditerranéenne. Et d'ailleurs, cette exubérance méditerranéenne et ce pleurnichage choatique souvent convergent dans le monde contemporain. Je ne vais pas encore faire référence à l'affaire Aziza, vous voyez ? Un déferlement de haine, une campagne antisémite, on met en doute la déportation de mon grand-père. Enfin, on imagine quand je parle de ça, je suis ému. Ça me fait mal. Je sais, je le vois. Ça me fait mal. Je le vois. Voilà. Donc la pudeur helléno-chrétienne, c'est ça. Il ne peut pas y avoir de pudeur dans l'érotisme et dans l'échange de deux personnes. C'est stupide de pouvoir le penser. Hein. Les échanges sexuels sont les échanges sexuels, mais ce qu'il faut bien rappeler, c'est l'intimité. Ce n'est pas moi qui ai choisi de sortir de l'intimité. Hein. Voilà. Et les pervers, et ceux qui trahissent la pudeur helléno-chrétienne sont ceux qui ont trahi, manipulé mon intimité. Ce n'était pas évidemment de ma volonté. Je n'ai jamais voulu mettre une image de moi à poil sur le devant de la scène, même si cette image à poil m'est très favorable en réalité, parce qu'on voit ce que c'est que l'anatomie d'un homme de 56 ans qui pratique, lui,
la vision du monde traditionnaliste, la vision du monde évolienne, hein. Et ça peut peut-être faire comprendre à certains le nombre de sollicitations que je reçois de par mon charme naturel, et qu'effectivement, il me peut m'arriver parfois de céder, effectivement, à des avances, et je n'en ai aucun complexe. Voilà. C'est toujours fait, comme c'est d'ailleurs dit dans la confession de la personne, là, dans le respect et en gentleman. Alain Soral s'est toujours comporté bien avec moi, politesse, galanterie, mais je refusais de le rencontrer. Voilà la vérité. Je ne voulais pas que s'il paie son déplacement, ou qu'il m'aide, que ça soit mal interprété. Je souligne, sans prendre le temps d'expliquer les détails, en aucun lieu Alain Soral s'est prononcé comme un homme qui cherchait un plan pour un soir. Dans toutes les conversations, durant la rencontre et pendant, il n'était lieu que de construire une relation saine et respectable. Je n'ai aucune casserole d'abus sexuels, de viols, de violences, etc. Ce qui n'est pas le cas des gens qui ont essayé de me diffamer et qui ont servi d'intermédiaire à cette manipulation. On mettra peut-être quelques illustrations pour bien vérifier et verrouiller tout ça. Voilà. Petite remarque d'ailleurs incidente. Comme par hasard, puisque tout ça est orchestré, circule en ce moment par le dénommé Shelley, Grégory Shelley, qui n'a toujours pas été interpellé malgré tout ce qu'il fait, un soi-disant casier judiciaire de ma personne en 13 pages. C'est un faux. C'est un faux. Je n'ai aucune condamnation, à part soit dit, des condamnations par le tout-puissant lobby antiraciste, talmudo-sioniste. Je n'ai aucune condamnation pour port d'armes prohibées, vol avec violence, etc. Ce casier judiciaire qui circule sur moi est un faux, dans le but de créer un climat général, vous voyez, de délinquance. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une diffamation personne, injure publique envers un particulier, diffamation envers une personne, injure publique, diffamation, provocation à la discrimination nationale, raciale, religieuse, diffamation, injure publique, diffamation. Alors, injure publique, vol avec violence aggravée, port prohibé d'armes, de munitions, d'éléments de catégorie de 1, 4e catégorie. Alors ça, c'est pour le premier dossier. D'accord. Il y a bien un montage global pour essayer de me salir. Voilà. Je n'ai pas de casier judiciaire et quiconque veut le vérifier peut le vérifier en écrivant à Nantes, je crois, pour en demander un extrait. Voilà. Donc allez-y, hein, faites le boulot. Elle vous emprunte un cierge à Pâques, vous le rend à la Trinité. Non, 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 ne me dites pas que... Oui, alors ça va aussi me permettre de faire certains rappels. Je suis Alain Soral, un homme qui aime les femmes et aimer des femmes, et je l'ai raconté toute ma vie. J'ai même commencé à être connu parce que je parlais de ça. J'ai d'abord commencé à parler des mouvements de mode, puis de la drague, de mon rapport aux femmes, ce qui m'a amené à parler du féminisme, de la féminisation, et tous ces sujets qu'on a repris depuis Zemmour, et qui ont fait aussi leur notoriété d'ailleurs. Hein. Voilà. Donc je rappelle que nous sommes en France, pays gaulois, hein, de la joie de vivre, de la bouffe et de la baise, j'ose le dire. Hein. Nous sommes aussi dans un pays, effectivement, de tradition helléno-chrétienne. Et je rappelle que helléno-chrétien, ça renvoie aux Grecs, donc à la statuaire grecque, et à la valorisation, et à la mise en scène esthétique du corps de l'homme et de la femme. On va mettre un peu de statuaire pour le rappeler. Et chrétienne, je rappelle effectivement aussi que le catholicisme n'est absolument pas, ne produit pas une imagerie de la honte du corps. Hein. On va mettre en illustration pas le Christ nu en croix, parce que ça pourrait être considéré comme un peu blasphématoire, mais par exemple le plafond de la chapelle Sixtine, qui est considéré comme l'œuvre catholique majeure de la catholicité, apostolique et romaine. Voilà. Petite remarque incidente, effrayé par la nudité, peut sans doute effectivement troubler quelques musulmans, et encore, je reçois des messages de musulmans adultes qui me disent « on fait absolument la part des choses, monsieur Soral, hein, vous n'êtes pas musulman, c'est votre vie privée », mais ça ne peut absolument pas perturber, je crois, les Africains. Hein. Là, je ne crois pas que la nudité assumée et même la sexualité joyeuse puisse perturber les Africains authentiques. J'en ai eu la confirmation par Dieudonné, c'est lui qui m'a filé l'argument, et on mettra quelques images peut-être de Jean Rouch ou de Leni Riefenstahl pour rappeler effectivement que le corps nu n'est pas quelque chose de choquant en Afrique. Hein, voilà. Pour résumer tout ça, nous sommes en France.
Donc nous ne sommes pas dans le monde du puritanisme anglo-saxon, qui malheureusement d'ailleurs devient de plus en plus hégémonique, et cet impérialisme commence à nous dominer même sur ce sujet-là, ce qui prouve bien que cette affaire est aussi, je crois, la conséquence de la domination impériale américaine et anglo-saxonne sur la France. On est en train de tuer la France gauloise, même dans son rapport à la femme et son rapport au corps. Et je rappelle que le rapport à la femme de la France, ce sont les troubadours, hein, c'est Henri IV, le Vert galant, hein, ce sont les poèmes de Baudelaire, hein, ce sont les folies bergères, hein, c'est ce rapport joyeux et décomplexé à la femme, et c'est ce qui fait aussi la réputation du français dans le monde entier, c'est-à-dire un homme qui aime la femme, mais qui la respecte dans sa façon de la désirer, voilà. Et de ce point de vue-là, j'en appelle à de nombreux témoignages, n'est-ce pas, de femmes qui ont eu la gentillesse de se manifester en privé pour effectivement me rappeler effectivement tous les bons souvenirs qu'elles avaient de moi, voilà. Hein. Donc nous sommes en France, hein, c'est-à-dire ni chez les puritains anglo-saxons et aux États-Unis, ni non plus dans l'État islamique, vous voyez. Et ceux qui n'aiment pas la France et l'esprit français, bah, n'ont qu'à mettre leurs actes en accord avec leurs pensées, et puis finalement aller se faire voir ailleurs, hein, voilà. Mais c'est pas moi qui me soumettrai, vous voyez. Je resterai un Gaulois qui aime les femmes et qui assume pleinement sa vie, compte tenu du fait qu'il est majeur et célibataire, voilà. Et amplement sollicité, voilà. Aux obsèques d'un con célèbre, sur la bière ayant aperçu, un merveilleux cierge funèbre, elle partit à cheval dessus. Oui, alors là on est toujours sur la manipulation de l'antiracisme institutionnel par ceux qui l'ont monté. Je rappelle que c'est SOS Racisme, donc les étudiants juifs de France, Bernard-Henri Lévy, hein, dans le but non pas de lutter contre le racisme, mais de maintenir et même de créer de la haine raciale dans un pays qui est la France, qui n'est pas un pays de racisme. On peut le rappeler par notamment l'histoire de la relation, notamment avec les Indiens du Québec par rapport à la relation des Anglo-Saxons aux Indiens des mêmes régions amérindiennes. Ça serait peut-être pas mal de reglisser ce que c'est que la France éternelle dans son rapport à la race, et ce que c'est que le christianisme et le catholicisme, comme je dirais, idéologie antiraciste. Il suffit pour cela de découvrir les milliers de Pocahontas dont la France put s'enorgueillir et dont la baronne de Saint-Castin était l'illustration à la cour de France. Rappelons l'édit de Richelieu sous Louis XIII, stipulant que tout Amérindien christianisé était sujet du roi de France, alors que les puritains anglo-saxons considéraient les catholiques comme des démons et les indigènes comme des sous-hommes. La Grande Paix de Montréal de 1701, voyant là l'accomplissement de la diplomatie française, réussit ce que jamais les Anglais ne purent, unir les nations amérindiennes dans une grande fraternité de paix. La France catholique éternelle est doublement antiraciste, ou je dirais la moins raciste de tous les pays. C'est-à-dire, c'est pas le racisme anglais, c'est pas le racisme allemand. Hein, nous sommes dans les grands pays européens, le pays le moins raciste de tous. Et c'est pour ça qu'il a fallu créer de la haine raciale. Touche pas à mon pote. Peut-être avez-vous déjà vu ce badge. C'est celui d'une nouvelle association qui s'appelle SOS Racisme. Il y a maintenant un certain nombre de jeunes qui commencent à eux aussi reprendre l'idée que finalement un arabe ça va, 3 arabes, bonjour les dégâts. J'ai un copain arabe, mais lorsqu'il y a 3 familles arabes dans mon escalier, ça fait trop. Et c'est une minorité encore, mais c'est quelque chose qui est trop grave pour qu'on le laisse passer. Tout ce travail de SOS Racisme manipulé par nos maîtres sionistes a toujours été fait dans le but de créer des tensions et de la violence entre Français de souche, on va dire, blancs, et Français noirs issus de leur ancien empire colonial. Et c'est encore à ça qu'on assiste aujourd'hui. Je dirais que c'est un peu le chant du cygne de SOS Racisme, au moment où je crée Réconciliation Nationale avec Dieudonné, d'essayer de me mettre dans la gueule, non pas des Noirs, mais des voyous noirs qui ont été toujours sous le contrat, en contrat avec Canal+, et sous le contrôle des SOS Racisme, pour essayer de casser ce qu'on veut faire, c'est-à-dire en attisant la haine raciale, par une manipulation totalement sordide et mensongère. Et c'est ça qu'il faut finalement conclure. C'est que doit-on retirer de tout ça ? L'incroyable mépris racial qu'ont nos manipulateurs sionistes en pensant qu'en sortant cette petite histoire grotesque, ils vont m'aliéner les Noirs et les musulmans. Ce sont eux, en fait, qui prennent les Noirs et les musulmans pour des imbéciles, vous voyez, des êtres infiniment manipulables. Or, je peux vous dire que leur tentative a échoué. Les rares, réactions agressives que j'ai eues, essentiellement sur les réseaux sociaux, venaient de trolls, c'est-à-dire de profils Facebook créés la veille et qui provenaient par mes analystes,
Internet de haut vol qui venaient pratiquement tous d'Israël. Et sinon, ça a été les insultes de quelques voyous de banlieue sous contrôle, des mêmes bandes qui m'ont menacé et finalement tenté de me faire chanter et finalement balancé parce que je ne me suis pas soumis à leur chantage, car je ne me soumets jamais à aucun chantage ni à aucune menace. Vous imaginez bien que si je tiens tête au lobby sioniste depuis 10 ans, qui est le lobby le plus puissant du monde et le plus violent du monde et le plus dégueulasse du monde, qui ont assassiné les grands rappeurs américains, je pense, n'oubliez pas le lien entre la mort de Tupac et la LDJ aux États-Unis, je ne vais pas me soumettre à une bande de petits voyous sponsorisés par Canal+. Hein. Vas-y, c'est parti, soirée tienne, au programme talk show business. Dans Paris by night, vital, taille basse, chemise, façon fashion, dernier design. Donc je dis bien que toute cette affaire ne fait que démontrer le mépris raciste qu'ont ces élites sionistes pour les musulmans, qu'ils pensent pouvoir détourner d'une analyse politique intelligente par une image de kékette, et des Noirs qu'ils pensent pouvoir détourner effectivement d'une adhésion à un projet de réconciliation nationale intelligent et nécessaire dans cette période d'incitation à la haine raciale par des bouquins comme celui de Zemmour. Ce n'est pas un livre-programme. Je dis simplement que... Est-ce que vous pensez qu'il y aura une guerre civile? Je pense qu'on ira à la guerre civile. Entre qui et qui? Hein, et par des périodes de retournement d'alliance que je décris depuis 2002 et la loi sur le foulard, effectivement, me les aliéner par une petite manipulation avec une photo et un SMS. Voilà. Ce pille flambeau qui vacille, Mélanie se l'est octroyé, Mélanie se l'est octroyé. Alors le sein, cet imbécile. Après le trollage Facebook qui a duré 48 heures et qui était vraiment une stratégie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu quelque chose de concerté massivement, qui a été pensé en haut lieu. Après ce petit trollage qui a duré 2 jours et qui n'existe que si on est sur Facebook. Il suffit d'éteindre son ordinateur et dans la vie réelle, il ne s'est rien passé, je peux vous le garantir. Les gens qui me détestent parce qu'ils adhèrent à la vision du monde de Libération, du Nouvel Observateur, de Rue 89 et de Street Press me détestent toujours autant qu'avant, il n'y a pas de problème, c'est même ma fierté d'avoir comment dirais-je, craint et détesté par ces gens, hein, c'est ma fierté. Et si on enlève le trollage Facebook, je n'ai reçu que des soutiens de gens adultes, intelligents, de tous bords, hein, de tous bords. J'ai mis quelques exemples sur le site par 2-3 courriers des lecteurs. On remettra encore un courrier des lecteurs, je pense, à la suite de cette vidéo. Je n'ai reçu que des messages de soutien de gens qui ont prouvé qu'ils avaient une conscience politique et une intelligence politique et qui disaient on ne mélange pas tout, on sait qui vous êtes, on vous suit depuis des années, on sait ce que vous essayez de faire, on sait qui est contre vous et pourquoi, on connaît leurs méthodes basses. Et ils en ont conclu la même chose que moi. Ces gens-là nous prennent pour des esclaves et des imbéciles, au cerveau pavlovien, et nous allons leur démontrer que ces manipulations ne marchent plus. Voilà. Oui, je pense que cette affaire arrive à point nommé. J'ai souvent de l'intuition et le sens du timing. Je pense que c'est le cas des gens qui ont un destin. Parce que c'est pas pour rien si avec Dieudonné, nous avons décidé, en discutant longuement, de créer Réconciliation nationale, c'est-à-dire un parti politique qui va effectivement... nous amener et amener les gens qui nous suivent à retourner au réel et à l'engagement politique réel sur le terrain, notamment sur le terrain local, qui est, je pense, un travail d'ailleurs de gens de 30 ans, de gens qui sont dans la vraie vie. Et ça va me permettre de bien montrer la différence entre ces gens qui nous suivent et qui ont conscience qu'il faut mener un combat politique réel dans le réel à cause du choc de civilisation et des gens qui travaillent aujourd'hui lentement mais sûrement à la guerre civile en France, et je fais référence à l'incroyable promotion du bouquin d'Éric Zemmour et à sa conclusion finale. Les islamistes salafistes, vous l'avez reçu, ont islamisé, ont halalisé, hein, du halal, certains quartiers et certaines banlieues. Donc là, à partir de là, dans ces quartiers-là, ce n'est plus la France, ce sont ce que j'appelle des républiques islamiques. C'est ce qu'on va aller, on va aller de plus en plus vers ça. Alors quelle solution ? La solution ? Sa conclusion à lui, c'est qu'on va vers la guerre civile, qu'il faut s'y préparer. La guerre civile contre les musulmans, les immigrés, on voit bien quel est le projet, hein, le projet néoconservateur et le projet d'extension à la France du conflit de civilisation, c'est-à-dire d'introduire en France ce qui se passe aujourd'hui en Irak et en Syrie pour maintenir la domination sioniste sur la France et la domination bancaire sur la France, cette domination impériale sur la France en période de crise, et dévier les colères vers un bouc émissaire et ne pas qu'on remonte, comment dis-je, aux responsables de ce chaos. Tout ça, c'est le contenu objectif de mes analyses et de mes livres. Hein, voilà. Donc, les gens qui ont un certain niveau de formation et de sérieux aujourd'hui
je pense, vont nous rejoindre, moi et Dieudonné. Et puis sinon, les autres, effectivement, c'est effectivement ce dont je veux me débarrasser aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la dissidence 2.0, le marigot Internet Facebook, de tous ces petits trollers qui effectivement ne sont là que pour s'amuser, de façon perverse, cachés derrière des pseudos, pour jouir de petites bagarres, de petits conflits, avec cette perversité et cette lâcheté des gens qui n'existent pas dans le réel, qui existent sous le pseudo dans le monde virtuel. Ce monde virtuel qui produit cette psychologie de la toute-puissance et de la violence qui est un peu la même que celle de l'automobiliste. Vous savez, qui n'a que enculé à la bouche parce qu'il est dans une voiture et derrière un volant, mais qui se permettrait jamais ça en face à face. Moi, je vis pas sous pseudo dans le monde réel et je fais face toute la journée à l'ennemi. Et c'est pour ça que je méprise absolument cette dissidence 2.0 et ces petits chefs de cette dissidence 2.0 que j'ai tous fabriqués en les relayant sur le site Égalité et Réconciliation, car je rappelle que cette dissidence 2.0, c'est moi qui l'ai créée. Je l'ai créée il y a 10 ans pour essayer de survivre à la diabolisation que je subissais et à mon exclusion des médias mainstream, pour mon travail de résistance et notamment pour mon travail de soutien à Dieudonné. Oui. Non mais moi je trouve scandaleux qu'on compare à Hitler un Camerounais qui s'est présenté contre le Front National et qui critique la politique d'un État qui s'appelle Israël. Ça n'a rien à voir avec les camps, avec Hitler. Alors soit vous êtes un imbécile, soit vous jouez à l'imbécile. Rappelez-vous bien de la chronologie. Je suis un des seuls qui ait soutenu Dieudonné, je l'ai soutenu jusqu'au bout. Ça m'a valu mon éviction totale des médias. J'ai créé cette dissidence par le site Égalité et Réconciliation qui a été un lent travail. Enfin, il y a quand même une réalité numérique complètement dingue. Il y a des trucs qui existent qui sont extrêmement puissants. Par exemple, du côté d'Alain Soral, on n'aime pas en parler évidemment, parce que ça nous gêne tous. Mais c'est énorme. D'un site de réinformation, qui est aujourd'hui le premier site de réinformation de France, qui fait travailler une trentaine de personnes avec une maison d'édition que j'ai montée contre culture, de la librairie en ligne pour avoir une autonomie économique. Donc pour pouvoir ne pas être atteignable justement par la corruption comme les autres, comme d'autres, ou qui peuvent être d'ailleurs fragiles à cause de menaces, quand ils appartiennent à un ordre qui est sous contrôle de l'ennemi et qu'on peut les menacer dans leur profession. Vous voyez, c'est ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui impressionne? C'est pas le nombre des Juifs, c'est leur influence. Moi, l'autre jour, j'ai été invité dans le sud-est de la France par une association formidable, les dentistes de la région PACA. Et puis j'ai eu la curiosité de leur dire, mais vous êtes combien les dentistes de la région PACA? Parce que en tout, il y a combien de dentistes? Et ils m'ont dit, oh, il doit y avoir 520 et quelque chose. J'ai dit, quoi, vous êtes 320 dentistes juifs sur 500 dentistes? Et je leur ai dit, mais c'est vachement bien. Il faut expliquer souvent les trahisons par des gens qui d'un seul coup ont des rappels à l'ordre et qui sont en fait des salariés et des fonctionnaires de l'État. Vous voyez, si je fais allusion à tous les gens qui se sont retournés contre moi récemment, ce sont tous des gens qui sont en fait fragiles par rapport au système, que le système peut menacer sur leur revenu quotidien, soit parce qu'ils sont fonctionnaires, soit parce qu'ils appartiennent à un ordre qui est sous contrôle d'une puissance et qui peut leur faire perdre leur travail. Et donc ce qui fait peur, c'est pas le nombre des Juifs, c'est l'influence exercée par les Juifs. Vous voyez ? Donc moi j'ai créé cette dissidence. J'ai tendu la main généreusement, sans jamais rien demander de réciprocité d'autre que se comporter honorablement, pour faire exister ces gens, en les faisant nommer pour des quenelles d'or, etc., pour créer effectivement une fraternité de combat, ce que j'appelais une armée de Spartacus de la dissidence. Je remercie aussi Égalité et Réconciliation de m'avoir donné cette tribune que personne d'autre m'a donnée. Donc je remercie aussi également Égalité et Réconciliation Nord, qui a organisé tout ça, notamment Romain et toute son équipe, tous les gars qui... Parce que ça se fait pas tout seul. Je crois que le président de l'association, c'est Alain Soral. Je salue Alain. Salut Alain. Après avoir aidé ces gens à exister, parce qu'ils n'ont existé que parce qu'ils ont eu droit, je dirais, à la caisse de résonance Égalité et Réconciliation, puisqu'une vidéo Internet qui est mise sur Égalité et Réconciliation peut faire 30 000 ou 40 000. Quand j'enlève ça, ça redescend à 2-3 000. Vous pouvez le vérifier par rapport aux gens avec qui je me suis soi-disant disputé récemment. Mais si je me suis disputé avec eux, c'est qu'ils étaient en train tous de me poignarder dans le dos. Et que moi, je n'en parle pas parce que justement, c'est mauvais pour la dissidence. Mais c'est la raison pour laquelle je me suis contenté de leur retirer, la caisse de résonance Égalité et Réconciliation et le réseau régional et de terrain Égalité et Réconciliation. Parce que ces gens étaient en train, tout en me demandant une aide permanente, de me trahir dans le dos, d'essayer de retourner des gens contre moi et de créer un modèle concurrent et d'essayer de, comment dirais-je, de faire du buzz
pour me piquer mon bise, entre guillemets. Vous voyez, c'était que ça, voilà. Et on est bien dans l'idée de la, je dirais, de la rivalité mimétique de René Girard, hein. C'est-à-dire que finalement vous aidez des gens à exister, et puis en fait ils veulent vous tuer pour prendre votre place. C'est vieux comme le monde, hein, toute cette histoire. L'œuvre de René Girard est très éclairante là-dessus. Donc tu ne désireras pas quoi? Bon, la maison, la femme, le bœuf, l'âne, non. Ce qui ressort le plus, c'est le prochain. Tu ne convoiteras pas le prochain. Tu ne convoiteras pas le prochain. Ça nous met sur la piste. Si on est jaloux de son prochain, qu'est-ce qui va se passer? Une fois qu'on a mis le pied là-dedans, on monte un étage. Et on va être naturellement porté à dire du mal des autres. Quand on a fait ce deuxième pas, de dire du mal des autres, de porter des faux témoignages, d'amplifier la réalité pour descendre les autres, ce qui est extrêmement courant, la porte est ouverte aux autres actions qui, elles, sont physiques. Le vol, l'adultère et le meurtre. Et c'est exactement ce que je subis. Il ne faut pas oublier que c'est moi qui subis la jalousie. Car effectivement, ces petits personnages de la dissidence 2.0 qui m'attaquent tous aujourd'hui, alors que j'ai Bernard-Henri Lévy sur le dos, le lobby sur le dos. Mais aujourd'hui, le chant des partisans sur le site d'un antisémite enragé comme Soral, ça c'est une indignité, ça c'est une offense à la mémoire des morts. Pour moi, ce type est un néo-nazi qui s'affirme comme tel. C'est parce que des gens comme Dieudonné, comme Alain Soral, pseudo-intellectuels, s'expriment, ont libéré sur Internet notamment la parole antisémite, qu'on est passé de la parole antisémite à l'acte terroriste et qu'on est passé de la parole au meurtre. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourri du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Qu'est-ce qui vous paraît le plus dangereux dans cette affaire? C'est le fait que Dieudonné veuille fédérer avec Alain Soral une France antisémite, black, blanc, beurre. Des procès pour 450 000 € de promesses de condamnation. Au moment où je suis fragilisé par une déstabilisation dont ils connaissent exactement l'origine, ils essayent juste tous de me faire la peau en me poignardant dans le dos sur Internet. Voilà. Hein, c'est ça la situation. En fait, tout ça montre bien ce que c'est effectivement que la rivalité mimétique, la jalousie et je veux dire la médiocrité. Ces gens-là ne luttent pas contre l'Empire, ils ne luttent pas contre le sionisme international en réalité, ils ne luttent pas contre le CRIF même. Hein. En réalité, ils essayent de se faire une petite place, faire un peu de buzz pour faire du bise sur Internet, en se payant Soral. Parce qu'aujourd'hui, défier Soral sur Internet, c'est la certitude par les algorithmes Google d'exister un peu. Vous voyez, une petite vidéo, on attaque Soral, on existe un peu. Et ces gens-là n'essayent que d'exister sur Internet et ils n'ont aucun autre projet. En général, c'est, je vous dis, faire un peu de gratte, un peu de notoriété et un peu de gratte. Et c'est là que je dois rappeler toute la différence entre eux et moi et Dieudonné. Moi et Dieudonné, on a existé avant Internet. On a eu une réussite sociale, artistique, indéniable. J'ai sorti mon premier livre en 1984. La moitié de mes livres sont des best-sellers. J'ai sorti, je crois, 13 livres à ce jour. J'ai participé à des tas d'émissions télévisées. Je suis traduit en japonais, en coréen, en italien, en russe. D'autres traductions sont en cours. Même mon dernier livre qui a été ostracisé par les médias a dépassé les 100 000 exemplaires, c'est comprendre l'Empire, et est en ce moment traduit en anglais, en portugais, me vaut de donner des conférences à l'étranger, notamment récemment au Brésil. Voilà. J'ai existé dans le monde réel, mainstream et people, depuis 1985. Je viens de monter à Paris un cabinet de conseil en intelligence sociale. À l'eau, à l'huile, tu vois, pour mettre une petite ambiance jeune. Alain Soral, écrivain. Et puis Alain Soral, qui a écrit ce livre qui s'appelle La création de mode. Alain Soral, bonjour, vous êtes écrivain. J'ai fait des études supérieures, j'ai écrit un livre que tout le monde peut lire, sur lequel il n'y a pas une phrase insultante, sauf si on la sort de son contexte. Je me décale, comme ça, j'arrive à lui appuyer sur la tête, j'ai réussi à me faire éponger en roulant. Vers la féminisation, Alain Soral. Alain Soral, bonsoir. Bonsoir. Alain Soral, bonsoir. Alain, je disais donc, Alain Soral. Alain Soral. Alain Soral. Alain Soral. Alain Soral, essayiste intellectuel, ancien galeriste, entre autres. Alain Soral, mesdames, messieurs. J'en suis sorti parce que j'ai refusé de me soumettre sur la question de la soumission au sionisme. Exactement comme Dieudonné. C'est pour ça que Dieudonné et moi sommes en fraternité. Voilà. J'ai créé le monde de la dissidence pour continuer à mener un combat. Donc je n'ai pas, comme les autres, que je ne vais même pas citer, tellement je dois
les mépriser, car c'est Le Pen qui m'avait dit « Alain, plus tu vas monter, plus il faudra que tu apprennes à mépriser et que tu apprennes le mépris ». Malheureusement, je suis quelqu'un dont tous les problèmes viennent du fait que je suis trop gentil. Voilà, trop gentil et trop généreux. Mais c'est aussi pour ça que je suis Alain Soral et que j'ai ce respect, que des gens viennent à mes conférences, me soutiennent. Hein. Ce n'est pas aussi pour rien. Je m'engueule avec 4 personnes, mais j'ai des dizaines et des centaines de milliers de gens qui me soutiennent dans l'ombre. Évidemment, ces gens-là ne font pas de bruit. Hein. Voilà. Donc moi et Dieudonné avons eu une vie avant Internet, avons réellement eu du succès et étions des célébrités dans le monde mainstream. Les autres, eux, sont rentrés dans ce petit monde pour exister, car ils n'avaient pas d'œuvre ou de talent suffisant pour exister dans le monde réel. Je les ai aidés à exister pour mener un combat politique. Et je pense que les métanautes, là, sont heureux pour cette soirée, hein, parce que tu étais quand même, faut le dire, certainement la personnalité la plus demandée. Il n'y a pas, je crois, un soir où on me demande c'est quand que t'invites Alain Soral. Donc, voilà. Bah non, mais j'ai fini par venir. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, ils trahissent ce combat politique pour exister sur mon dos, comme je l'ai dit précédemment. Alors le chef de la dissidence, quand même, tu l'as appelé comme ça. Oui, bah, c'est un peu ironique, c'est un peu sarcastique. On l'a pas compris comme ça, mais... Donc, la réponse à tout ça, ce n'est pas de buzzer avec eux en leur répondant, comme certains me demandent, une vidéo, un débat, pourquoi faire? Pour rajouter du ridicule au ridicule et que se frottent les mains nos tout-puissants dominants et maîtres. Non, je refuse de répondre à ce genre de défi, effectivement, parce que ça n'a aucun intérêt. Hein. Il y a des vrais combats à mener. Hein. Et la réponse, c'est la réponse que nous avons donnée, moi et Dieudonné, et qui arrive à point, c'est réconciliation nationale. Je vais laisser le buzz et le bise Internet de la dissidence 2.0, ce marigot de petits trollers et de petits médiocres, effectivement à ceux qui le veulent, vous avez les noms, et moi et Dieudonné, on va retourner, parce qu'on va monter encore d'un cran, on va aller dans le combat réel, le combat politique réel. Et ce combat politique réel que je vous invite tous à le rejoindre, et pour les adultes, pas pour des trollers, c'est réconciliation nationale, ce parti politique va être en fonction dès le mois de janvier, et grâce au travail immense que nous avons fait Dieudonné et moi depuis 10 ans. Et la première échéance, ce sont les départementales en mars. Ce sont des listes réconciliation nationale aux élections départementales au mois de mars. C'est ça nos buts et nos enjeux de demain. Donc c'est là-dessus que je vais conclure. Donc bienvenue à tous pour ceux qui veulent rejoindre ce combat réel dans le monde réel à leur place. Parce que nous ne sommes pas une armée mexicaine, il n'y a pas que des généraux, que chacun soit à sa place. Voilà, il y en a qui n'ont pas les moyens et le niveau pour être patron, ou is no good, calife à la place du calife. Donc qu'ils soient tous dans ce combat à leur place. Et sinon les autres, effectivement, qui jouent au maître du monde, au grand Torquemada des braguettes, en faisant des petites je ne sais trop quoi sur Internet, je leur laisse. Voilà, je conclurai là-dessus. Donc, message d'amour, de paix et de fraternité, réconciliation nationale aujourd'hui et demain, avec moi et Dieudonné. Salut à tous et désolé de cette sordide histoire qui n'était pas de ma volonté et de mon fait, mais dont nous allons sortir par le haut. Monsieur Soral, je ressens un profond sentiment de dégoût en écoutant ce Joe Dalton nous dire ce qui est bon pour ses sœurs Black. En effet, il y a maintenant plus de 20 ans, j'ai eu le malheur de croiser la route de mecs comme lui, qui faisaient partie de bandes et qui m'ont fait comprendre que j'étais tout sauf leur sœur. Je me présente, Emmanuel, je suis franco-camerounaise, j'ai 43 ans, et dans les années 90, je n'avais pas 24 ou 33 ans comme cette mannequin, mais 18 ans. À cette période, il y avait beaucoup de bandes de Zoulous, les Black Dragons, dont faisait apparemment partie ce Joe Dalton, les requins vicieux, les requins juniors. J'ai traîné avec ces bandes, surtout à la Place Carrée, au Hall et à Nation. Les Black Dragons étaient surtout à la Défense. Les mecs qui faisaient partie de ces bandes étaient d'une violence extrême et terrorisaient souvent les filles qui en faisaient partie. Moi, à 18 ans, j'étais naïve, je les pensais comme mes frères, mais un jour j'ai fait partie de ces nombreuses filles qui se sont fait violer par ces racailles. Les viols en réunion, ou tournantes, étaient très nombreux au sein de ces bandes. Et ce n'était pas juste un mec qui se met nu devant son écran ou qui te traite de pute parce que tu ne veux pas de lui. Non, là, la fille passait par tous les mecs d'une même bande. Elle subissait les tortures les plus inimaginables. Après le viol d'une extrême violence, très peu de filles pouvaient s'en sortir. J'ai mis plusieurs années pour pouvoir m'en sortir. Beaucoup de filles, noires, métisses, maghrébines ou même françaises, ont subi ces viols dans les années 90. Les violeurs étaient souvent encouragés par les politiques de l'époque
et les médias s'en donnaient donc à cœur joie pour montrer une image de banlieue où les Noirs et les Arabes étaient tous des violeurs. Donc les racailles de toutes ces bandes ont bien servi à salir l'image des banlieues. Le viol existe depuis la nuit des temps et a toujours été caché, tabou. C'est pour cette raison qu'on trouve très peu de renseignements sur les viols commis au sein de ces bandes qui ont eu lieu dans les années 90. Je ne sais pas quel âge a ce Joe Dalton, mais s'il a dans mes âges, il a bien fait partie de ces bandes de racailles qui ont violé, torturé des quantités de jeunes filles, alors qu'ils ne viennent pas parler de ses sœurs black. C'est insupportable pour moi d'entendre ça. Et quand M. Soral parle des filles black qui se prostituent, il a tout à fait raison, car beaucoup de filles, noires ou métisses ou arabes se sont prostituées suite au viol qu'elles avaient subi par ses soi-disant frères. Ma meilleure amie, une Kabyle qui avait subi les mêmes tortures que moi, a fini dans la prostitution. Je rappelle à ce Joe Dalton que 90% des prostituées ont été violées et beaucoup l'ont été par des bandes dans les années 90. J'ai contacté M. Soral il y a quelque temps pour lui parler de mon livre que je cherche à éditer, Ma reconstruction après le viol. Aujourd'hui, des jeunes filles subissent encore des tournantes au sein des bandes de racailles. Je voulais passer par votre maison d'édition, car je sais que vous êtes très suivi et lu par des jeunes, et ce sont les lecteurs que je voulais cibler pour une prévention par rapport à ces violences sexuelles. Les jeunes hommes qui m'ont violée avaient entre 16 et 20. Ils n'ont jamais imaginé qu'ils gâcheraient plus de 20 ans de ma vie. Ils avaient violé beaucoup de filles avant, et même après moi. Ça faisait partie du mode de fonctionnement de leur bande, des bandes en général. Je suis aujourd'hui dans une démarche de réconciliation avec la gente masculine. Je préfère me réconcilier avec des hommes comme messieurs Soral et Dieudonné que comme ce Joe Dalton qui est menaçant, me terrorise et dégage quelque chose de mauvais. Je préfère largement un macho qui sait aimer les femmes et les protéger qu'un homme refoulé qui jalouse les femmes et a du mépris envers toutes les femmes sauf sa mère. Parce que pour moi, les hommes qui violent à plusieurs une femme sont aussi des homos refoulés. Je soutiens donc messieurs Soral et Dieudonné, qui sont des hommes très courageux avec tout ce qu'ils subissent et ne méritent que l'admiration et la tendresse de toutes les femmes. Ouais, tiens, on va en profiter pour s'en sortir aussi par le haut, d'une autre façon. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est que la vie d'un vrai voyou, hein, un beau voyou, un voyou de haut vol, et bien français, vous avez par Marion Sigaud, Loïc Serja et Hugo, la véritable histoire de Dominique Cartouche. Hein, qui est le plus grand voyou français qui ait jamais existé. Il est né sous Louis XIV et il a agi sous la Régence à Paris. C'est lui qui avait monté la plus grande bande de voyous qui ait jamais existé et qui sévissait à Paris sous la Régence. Voilà. Donc pour ceux qui s'intéressent à la voyoucratie authentique et de haut niveau, la voyoucratie sérieuse, parce que c'est un sujet intéressant et qui m'intéresse aussi, lisez Dominique Cartouche, la véritable histoire, par l'historienne, notre chère Marion Sigaud, fidèle parmi les fidèles que je salue, et nos deux camarades aussi, Loïc Serja et Hugo. Hein, voilà. Ok. Et puis pour ceux effectivement qui en ont marre du trollage internet, du Facebook et de ce qui conduit finalement à la plus grande misère humaine, hein, cette existence virtuelle de petits pervers trolls à la fois sadiques, lâches et cruels, il y a aussi une autre solution que vous pouvez adopter et à laquelle je pense pour plus tard, pas pour tout de suite mais pour plus tard, qui est Mon retour à la terre, guide du néo-rural de Nicolas Fabre, un de nos camarades d'égalité et réconciliation. Donc c'est un bouquin qui vous explique par quelqu'un qui est retourné à la terre et qui était un grand spécialiste de la permaculture, tout ce qu'il faut connaître, effectivement, tout ce qu'il faut savoir pour effectivement retourner à la terre et vivre à la campagne en autarcie et en autonomie. Je pense que pour certains trollers qui deviennent un peu dingues dans le monde virtuel de Facebook, ça serait, plutôt que s'en prendre à Soral, et de jouir, de regarder des images qu'ils ne devraient pas avoir sous les yeux, ça peut être la solution pour eux, ça peut les sauver, c'est le retour à la terre. Voilà. Donc je vous conseille ces deux bouquins, hein, pour finir sur une note culturelle et joyeuse, La vie véritable de Dominique Cartouche et Mon retour à la terre, guide du néo-rural. Tout ça publié chez Contre-Culture et vendu par Contre-Culture, voilà. Hein, c'est ça aussi que je fais, c'est ça qui est sérieux, c'est ça notre indépendance économique, c'est ça qui fait que je peux rémunérer les 30 personnes qui travaillent
pour égalité et réconciliation et qui vous permettent d'avoir gratuitement ce site de réinformation quotidien qui est le mieux fait, le plus sérieux de France et que beaucoup nous jalousent. Hein. C'est grâce à toute cette organisation d'indépendance qui est à peu près l'équivalent de Dieudonné et de son théâtre que je peux, moi, combattre nos maîtres sans, comment dirais-je, sans aucune lâcheté, sans aucun retournement de veste et sans aucune soumission, comment dirais-je, cachée. Car derrière toutes ces trahisons, je n'irai pas plus loin, réfléchissez comment fonctionne le monde. Il y a très souvent des gens qui ont été finalement rattrapés par le système et à qui on a demandé de se soumettre et de m'attaquer. Voilà.